pilotage du programme de partenariat pays entre l'ONUDI et l'État du Sénégal, un programme pour soutenir la mise en œuvre de la composante industrielle au Sénégal. Alors aujourd'hui, justement, pas avec le Covid-19, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette industrialisation ici au Sénégal? Tout d'abord, je pense que ce que la crise a démontré, c'est finalement l'a mis pratiquement en lumière en fait toutes les faiblesses et les fragilités qu'on avait identifiées. C'est-à-dire que il y a beaucoup de problèmes au niveau de la production et un pays comme le Sénégal parfois importe beaucoup de choses qu'il pourrait produire lui-même. Et donc tout ce qu'on avait identifié, je dirais, dans le programme de partenariat pays avec le Sénégal s'est révélé vraiment vrai et finalement requiert qu'on mette les bouchées doubles. Et d'ailleurs, j'étais très heureux d'entendre dans l'adresse de son Excellence le Président de la République lundi soir qu'il a indiqué justement cette nécessité de produire et consommer au Sénégal et qu'il a mentionné trois des initiatives qui sont dans notre programme, c'est-à-dire la mise en place de zones économiques spéciales, de parcs industriels et d'agropoles. Et donc, ça nous a vraiment fait plaisir de voir que c'est la priorité du gouvernement. Alors justement, pour que ça soit effectif, cette industrialisation, vous l'avez dit tout à l'heure, on le sait, l'Afrique a importé en 2018 déjà plus de 50 milliards de dollars de produits alimentaires. Donc il faut commencer par, on l'appelle le consommer local. Tout à fait. Il se trouve que d'une part, il y a beaucoup d'importations, mais aussi beaucoup de pertes après récolte. Comment est-il possible que pour certains produits, il y ait 30-40% de pertes après récolte? C'est-à-dire que les gens ont travaillé, et puis à la fin de la récolte, c'est comme s'ils prenaient une partie de leur récolte et les mettaient à la poubelle. Or, il y a beaucoup d'emplois qui peuvent être créés dans tout ce qui est conservation, transformation, vraiment mettre le packaging. Et puis, au fur et à mesure, vous prenez un produit comme la mangue, vous pouvez prendre les oignons, les pommes de terre, quel que soit le produit, en fait. Vous pouvez soit directement, soit le réfrigérer, soit le transformer, le couper en morceaux, le sécher. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'agro-industrie. Et à chaque étape, en fait, vous créez plus d'emplois. C'est comme une pyramide à l'envers. À chaque fois que vous transformez, vous avez encore plus d'emplois parce qu'il vous faut après des ouvriers, des gens qualifiés. Après, il vous faut des ingénieurs. Après, il faut des gens qui vont travailler sur les machines. Après, il va falloir des gens qui travaillent dans la comptabilité, la communication, le marketing, le transport, la banque, la finance. Et donc, vous vous trouvez après tout ce qui est la formation professionnelle. Donc, vous vous trouvez qu'après, avec des emplois industriels, en fait, vous créez beaucoup d'emplois dans toute la société. Et il est bien reconnu que pour un emploi industriel que vous créez déjà au moins 3, voire plus emplois dans les services. Mais aussi, vous aidez à structurer et à rendre plus compétitif aussi l'agriculture. Et donc, vraiment, en tout cas, l'agro-industrie, c'est vraiment, évidemment, le secteur pour lequel le potentiel d'emploi est le plus important. Et le Sénégal a tout pour réussir. Maintenant, il faut évidemment s'organiser. Et c'est pour ça que le projet Agropole, qu'est-ce que c'est? Ce sont finalement des pôles de développement agro-industriel régionaux. En fait, sur une région, prenons la Casamance, parce que les accords ont déjà été signés, 70 millions de dollars avec la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Les fonds sont là, ça a été signé. Cet agropole, c'est d'abord de mettre tous ceux qui travaillent sur la chaîne de valeur ensemble, du petit producteur jusqu'à l'acheteur, en passant par le transformateur. Il faut que ces gens-là se parlent, s'entendent, pour qu'on puisse avoir une vraie fluidité, une vraie efficacité. Un gros acheteur qui va venir au Sénégal ne peut pas négocier avec 3000 petits producteurs. Il ne peut pas se permettre d'avoir des produits tous de différentes qualités, donc il devra trier lui-même. Donc il faut organiser la production pour qu'il y ait un gros volume et qui est une qualité constante. Et c'est ça tout le travail à faire. Et c'est à ça que le Sénégal et notre partenariat avec le Sénégal, c'est au cœur de ça, il y a les agropoles. Mais il y a aussi le besoin, évidemment, de faire venir des investisseurs. Beaucoup d'investisseurs viendraient bien au Sénégal, mais il faut avoir des conditions favorables. Donc il faut des conditions à la fois fiscales, financières et administratives. Donc ça, c'est la loi sur les zones économiques spéciales qui fixe ça. Puis après, il faut des espaces logistiques. Beaucoup d'entreprises viennent, mais après, elles vont perdre du temps pour trouver un terrain, avoir toute la sécurisation du foncier. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. De savoir quel est le statut de leur entreprise. Beaucoup de choses, d'avoir du personnel qualifié, aller dans différentes administrations pour signer les papiers. Tout ça, c'est réglé par la loi sur les zones économiques spéciales et
les parcs industriels. Aujourd'hui, on a calculé, par exemple, notamment en Éthiopie, où on fait des parcs industriels, que quand on crée un parc industriel, on gagne 80% dans la rapidité d'installation, parce que c'est un peu, comme on dirait en anglais, plug and play, c'est-à-dire que l'entreprise peut venir, elle se branche et commence tout de suite, elle n'a pas tous les autres aspects à traiter. Et ensuite, on a calculé que c'était 90% d'économie sur le coût d'installation. Parce que tout est là, les bâtiments sont... Si vous prenez le parc industriel de Diamniadio, les bâtiments sont là. Tout est là, il y a un guichet unique, vous traitez avec toutes différentes administrations, et donc vous venez, vous branchez, vous commencez le travail au lieu de perdre du temps. Donc voilà un peu, on aide à faire venir les investisseurs. Et pourquoi il faut ces investisseurs? C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est simplement parce que c'est la meilleure façon de créer rapidement beaucoup d'emplois qualifiés, et qui permet au Sénégal de faire un saut technologique. Parce qu'en travaillant aussi avec des entreprises internationales, toutes les petites entreprises sénégalaises qui veulent travailler avec ces industries doivent se mettre au niveau. Et donc, c'est comme ça qu'elles acquièrent plus de savoir-faire, plus de technologie. Et après quelques années, elles sont prêtes pour se lancer sur le marché mondial. Alors, des limites par rapport à l'industrialisation, M. Yvetot l'a signalé. Alors, qu'est-ce qu'il faut peut-être pour relancer un peu cette activité? Je crois bien que M. Yvetot, nous sommes heureux d'entendre dire que lors de l'adresse à la nation, le président de la République l'a évoqué. Et je crois bien que c'est d'une importance capitale. Aujourd'hui, plus que jamais, si véritablement nous voulons traduire justement les actes posés depuis fort longtemps en actes pour l'atteinte justement des objectifs de développement durable, il nous faut réellement investir sur l'industrialisation. Et je crois bien que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a eu à travailler avec plusieurs personnes qui s'activent dans différents secteurs de l'activité économique. Je prends l'exemple de menuisiers ébénistes qui ont été formés en partenariat avec l'ONUDI, parce qu'aujourd'hui, l'auto-emploi également est de rigueur. Travaille également par rapport au développement des agropoles. Je crois bien que c'est une démarche aujourd'hui qui est une démarche incontournable, parce que nous ne sommes plus au pas à pas, mais plutôt du pas au pas, parce que la nuance est importante aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on devra pouvoir miser sur le développement de l'agriculture. Nous devons miser sur le développement de l'élevage. Imaginez-vous que c'est des milliers de litres de lait qui étaient pratiquement jetés à la poubelle au Sénégal, mais faute de repreneurs, le lait sénégalais est plus taxé, et je ne sais pas si ça a changé, par rapport au lait qui est importé. Donc, il y a énormément aujourd'hui de facteurs qui nous poussent à nous dire que nous devons impérativement changer de ligne directrice, autrement dit, changer de paradigme pour aller vers une industrialisation forte, mais également conséquente. Parce que aujourd'hui, l'alerte a été donnée par la FAO, autre justement branche justement du système des Nations Unies, qui dit qu'actuellement le Sénégal fait partie des pays qui ont besoin de l'aide alimentaire extérieure. Ce qui veut dire que si aujourd'hui nous autoglorifions parce que nous avons atteint 1,4 million tonnes de récolte d'arachide sans pouvoir l'utiliser conséquemment au Sénégal, nous les pratiquement bradons à des industriels chinois. Dans le secteur de l'horticole, nous avons atteint par exemple l'autosuffisance dans la production en oignons, mais nous avons des problèmes de conservation et nous continuons d'importer à un moment donné de l'oignon. Donc c'est autant de problèmes, mais l'objectif aujourd'hui premier, c'est véritablement d'aller vers justement des agropoles, parce que c'est important, mais il faut nécessairement savoir bien gérer le problème du foncier, parce que c'est un problème récurrent, et ces derniers jours, on voit aujourd'hui tous les que cela suscite dans différentes localités du Sénégal, parce qu'on aura accordé à un industriel, à un Sénégalais, à un privé étranger, justement des hectares de terre, et on le voit, il faudra impérativement que le président de la République puisse rectifier le tir et que le ministre en charge justement de l'industrialisation au Sénégal puisse aller au-devant de la scène, mais ne pas seulement s'arrêter dans les limites d'une politique politicienne. Alors justement, sur cette question, Serigne Saliou, comment accélérer le développement industriel inclusif et durable ici au Sénégal? Bon, je crois qu'il faut mettre en place une bonne politique, c'est-à-dire une politique réfléchie et aussi en conformité avec nos objectifs de développement.
Je crois que ce serait bien un peu même de faire la genèse de l'industrialisation au Sénégal. Parce qu'il faut se dire que nous, dans les années 1960, le Sénégal, en Afrique noire francophone, c'était le premier pays industrialisé, de 1960 presque jusqu'à 1970. Il est vrai qu'on a connu maintenant des contre-coups par la suite, parce qu'à partir de 1970, 72 jusqu'à 73 avec le choc pétrolier et un cycle aussi de sécheresse, ça a vraiment donné un coup très dur dans notre industrie. Mais vous savez que quand le président Abdou Diouf a pris les rênes du pouvoir à partir de 1981, il a quand même mis en place une nouvelle politique agricole et une nouvelle politique aussi industrielle, ce qu'on appelle les NPA et NPI. Mais vous savez, par la suite aussi, nous, on a été rattrapés par ce qu'on appelle le phénomène de l'ajustement structurel. Et ça a fini bien sûr par des millions de pertes d'emplois énormes. Beaucoup d'entreprises ont été fermées. Finalement, on s'est même projeté dans une privatisation outrancière de l'ensemble en tout cas de nos meilleures entreprises. Quand le président Abdoulaye Wade aussi a pris le pouvoir, il a essayé de rectifier le tir pour faire une relance même de l'industrie sénégalaise. Il a mis en place ce qu'on appelait une politique de redéploiement industriel, le PRI, la PRI. Mais là aussi, ça a été adopté en 2001, bon, en 2004 ça a été lancé. Là aussi, ça a connu des résultats vraiment assez mitigés. Bien sûr, faute d'une bonne visibilité. Le président Macky Sall aujourd'hui a pris le relais. Et bien sûr, avec le PSE, on a, comme monsieur vient de le dire tout de suite, mis en place des agropoles, bon, des plateformes intégrées pour essayer de relancer cette industrie. Mais vous savez, notre problème principal aujourd'hui, la macrocéphalie que constitue Dakar dans l'industrialisation du Sénégal, ça pose un réel problème. Et c'est là où nous avons échoué dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Parce que nous, nos politiques de décentralisation, c'est-à-dire, ça n'a pas pris en compte ce phénomène de l'industrialisation. Parce que toutes les industries aujourd'hui sont concentrées à Dakar. Et je crois que pour un souci d'équilibre, il va falloir nécessairement, et je crois que le président Macky Sall est dans cette optique-là, il va falloir nécessairement qu'on redéploie beaucoup d'unités industrielles à l'intérieur même du territoire national. Sinon, tout est concentré à Dakar. Imaginez que 90% de nos industries sont aujourd'hui concentrées à Dakar. Là, ça pose un certain nombre de problèmes. Et je crois que on voulait dire quoi? Que la question démographique pose également un problème. Parce que non seulement Dakar, c'est le 1,8, je crois, du territoire national, et presque les trois, je crois, un quart de la population du Sénégal se trouve à Dakar. Et c'est ça qui l'explique aussi, c'est que c'est la forte capacité des industries qui se sont implantées à Dakar. C'est la raison pour laquelle les gens, quand ils ont été touchés par la sécheresse, surtout le monde paysan, beaucoup ont rappliqué sur Dakar. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Dakar connaît vraiment des problèmes même de surpeuplement. Maintenant, je dis que pour avoir aujourd'hui, c'est-à-dire pour relancer l'industrie du Sénégal, non seulement il faut une bonne politique réfléchie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il va falloir quand même décentraliser les unités industrielles. Je crois que des zones comme par exemple Sandiara, il y a une ZES là-bas, une zone économique spéciale. Bon, à Diamniadio aussi, il y a des plateformes là-bas. Et je crois que c'est dans cette optique-là qu'on pourra quand même parvenir peut-être à relancer le tissu industriel. Mais il faut se dire que vraiment, on a connu ici une politique de démantèlement de nos industries, surtout les industries textiles, aujourd'hui, Icotaf, Sempafric, Sotibas, tout ça, on en parle vraiment avec en tout cas avec du regret, parce que ça a fait vraiment le bonheur non seulement de l'économie sénégalaise, mais même ça a été une fierté nationale. Mais tout ça, on l'a perdu, bien sûr, faute d'une bonne politique. Bien sûr, il y a eu aussi la conjoncture internationale qui, à un certain moment, a conditionné le Sénégal, bien sûr, à mener une politique de privatisation. Mais je crois que il est important aujourd'hui de relancer cette filière industrielle-là. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est surtout une bonne politique aussi agricole. Parce que l'agriculture doit être le moteur même de l'industrie. Parce que si on parle aujourd'hui d'agriculture, mais il faut aussi une bonne politique de transformation, parce que si nous produisons et qu'en réalité on ne transforme pas, c'est là où il y a quand même une incohérence, nous, dans nos politiques. C'est la raison pour laquelle je dis que quand on met en place une politique industrielle, il va falloir aussi l'articuler avec une bonne politique aussi de l'agriculture. Aujourd'hui, la faiblesse même de l'industrie et du secteur secondaire et du secteur primaire dans notre PIB, c'est-à-dire ça atteste tout simplement de la vulnérabilité quand même de ces secteurs-là. Parce que l'industrie, c'est 23% du PIB, l'agriculture c'est 17%, alors que l'agriculture utilise 67% de la population. Ça, c'est une incohérence. Et je crois que c'est ça qu'il faudra corriger. Une bonne politique agricole, mais bien sûr aussi suivie d'une bonne politique
comment dirais-je, industrielle aussi et de transformation. Parce que si nous ne transformons pas nos produits agricoles, on sera obligé toujours d'importer ce avec quoi nous vivons. Et je crois que ça, pour être conséquent, et surtout le président l'a dit dans son dernier discours, le consommer local, ça ne doit pas être un vain mot. Mais le consommer local aussi, je crois qu'il faut nécessairement mettre en place non seulement des produits de qualité, mais aussi des produits aussi qui sont compétitifs. Parce que l'objectif aujourd'hui d'avoir une autosuffisance en riz ne règle même pas le problème. Parce qu'on a beau parler de l'autosuffisance en riz, mais le Sénégalais, il prise toujours le riz étranger par rapport au riz local. C'est parce que là aussi, il y a des problèmes au niveau de la transformation. Donc il faut non seulement des produits de bonne qualité, mais aussi des produits qui sont compétitifs. Parce que si ça, nous ne le faisons pas, notre industrie continuera toujours d'être vulnérable. Et là aussi, je crois, on sera toujours à la merci des importations. Alors justement sur ça, M. Yvetot, on parle d'incohérence, mais également de failles. Alors est-ce qu'on peut dire que les prévisions sont alarmantes? Bon, tout d'abord, c'est sûr qu'il y a certains secteurs qui ont été très touchés. Il y en a beaucoup, notamment tous les secteurs, on a vu, qui touchent aux produits essentiels, le secteur pharmaceutique. Hier, on était avec son Excellence, Monsieur le Ministre, et tout le secteur de l'acier, par exemple. Donc, il y a chaque secteur a un peu ses difficultés. Non, ce que vous dites sur l'incohérence et les insuffisances, c'est vrai que, et je suis tout à fait d'accord avec l'historique qui vient d'être fait, qui est tout à fait juste. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase. Il y a un regain de la volonté d'industrialisation en Afrique. Et aujourd'hui, on a pris aussi les enseignements de ceux qui ont réussi. Si vous regardez en Asie, l'Asie, dans les 30 dernières années, a réduit la pauvreté d'1 milliard de personnes et par leur processus d'industrialisation. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les meilleures expériences en Europe, en Asie et partout, et on a constitué un programme. C'est ce programme qu'on met en œuvre au Sénégal. Et on avait pris 2 pays pilotes, c'est le Sénégal et l'Éthiopie. Et ça consiste en quoi? D'abord, améliorer la gouvernance industrielle. Comme vous l'avez dit, comment est-ce qu'on peut avoir en parallèle des politiques alors qu'elles devraient être combinées? La politique d'agriculture, d'élevage, la politique territoriale, mais aussi, vous dites coordination, mais aussi avec le ministère du Commerce, avec le ministère de la formation professionnelle. Et donc c'est pour ça que dans notre programme, le programme il doit être demandé par la plus haute autorité du pays. C'est pas un programme du ministère de l'Industrie, c'est un programme transversal. Et donc à l'époque, c'était son Excellence Mohamed Dionne, Premier ministre, qui avait fait cette demande pour ce programme. Donc il y a la gouvernance, ça veut dire quoi? Plus de coordination entre les différents ministères et les services de l'État, une politique industrielle qui inclut tout le monde, pas seulement un ministère, mais qui inclut tout le monde. Beaucoup de dialogue public-privé, parce que finalement on fait les politiques industrielles, mais on ne demande pas leur avis aux industriels. Or, c'est eux qui connaissent les solutions, qui connaissent leurs problèmes. Hier, on a rencontré la filière de l'acier. Ils ont mis 1, 2, 3, ils ont mis les 10 problèmes qu'ils avaient, et c'est eux qui connaissent leurs problèmes. Et donc, c'est là où l'État doit... bon, c'est un travail qui est jamais fini, c'est toujours à ajuster. Il est important d'impliquer tous les acteurs qui sont en rapport avec l'industrie. Tout à fait, parce que par exemple, il y a beaucoup de concurrence déloyale. Il y a beaucoup, les acteurs ici qui essaient de travailler au mieux, mais il y a des acteurs, des importations informelles, où il y a des gens qui détournent des procédures d'importation. Donc, vous voyez aussi de la concurrence déloyale. Donc, la première chose, c'est la gouvernance, et puis aussi créer des institutions qui permettent d'aider les entreprises. Par exemple, le bureau de mise à niveau industriel, qui permet aux entreprises de se positionner sur le marché international. Il y a aussi les bourses de sous-traitance qu'on avait accompagnées aussi, qui permet aux petites entreprises de se mettre ensemble et d'être capables de répondre à un marché d'une grosse entreprise internationale. Il y a aussi d'autres institutions qu'on a aidées, l'Institut des technologies alimentaires, par exemple, qu'on assiste, ou la DPME. Donc il faut aussi avoir dans le pays des capacités pour soutenir les entreprises. Ensuite, il y a... mettre en place des grands projets, ceux qui permettent de mobiliser les investissements. On l'a dit, zone économique spéciale, parc industriel, agropole et un hub minier régional aussi. Ensuite, il y a une chose, par exemple, comme vous le dites, après notamment les politiques d'ajustement structurel, il n'y a plus aucun, je dirais, les partenaires au développement ne s'intéressaient plus aux questions industrielles. Et donc, une partie de notre travail, c'est aussi de favoriser le partenariat et la mobilisation de ressources en attirant pratiquement l'attention des partenaires
pour les dossiers industriels. Et aujourd'hui, on a réussi à faire venir des banques comme la Banque africaine de développement, comme la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne, la Belgique. Il y a de plus en plus de partenaires qui viennent maintenant voir les grands dossiers du ministère du développement industriel. Ça n'existait pas. Et donc ça, c'est en train de marcher, et à tel point que, par exemple, si on prend les 5 dernières années, l'ONUDI a pu mobiliser pour des projets à peu près 25 millions de dollars. Mais en fait, ça a généré quoi? Pratiquement presque 330 millions de dollars qui sont maintenant pratiquement sécurisés pour les investissements dans les agropoles, dans les parcs, etc. Donc si vous faites le rapport, c'est énorme, un rapport de levier. Et donc c'est ça qu'il va falloir continuer à faire, continuer ces réformes de fond qui existaient déjà, et aussi, évidemment, maintenant se concentrer sur des nouveaux secteurs où on a vu des besoins, le secteur pharmaceutique, le secteur sanitaire, qui produit les masques, les gels sanitaires, les produits, tout ça, il faut quand même savoir comment le faire. Alors, est-ce que c'est une production durable ou c'est la reconversion momentanée de certaines industries? Il faut réfléchir. Comment créer la capacité? Après, il y a l'industrie de l'acier, j'en parlais. Après, c'est tout ce tissu de petites et moyennes entreprises industrielles qui souffrent aujourd'hui, qu'il va falloir accompagner, et qu'il va falloir accompagner notamment dans leur compétitivité. Compétitivité coût, en décroissant, en étant plus efficace et diminuer leurs coûts. Et aussi compétitivité qualité, parce que comme le disait monsieur, c'est la qualité qui finalement vous fait gagner des marchés. Oui. Vous pouvez évidemment baisser les coûts, mais après c'est en ayant des produits de qualité. Quand il y a une très bonne qualité, les gens sont prêts même à payer plus cher s'il y a la qualité. C'est très très important, effectivement. Alors Abdoulaye, quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, c'est important parce que tout simplement, quand on regarde aujourd'hui le tissu industriel sénégalais, en fait, si on s'appesantit un tout petit peu sur la durée de vie des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries au Sénégal, c'est des entreprises qui durent le temps d'une rose. Parce que tout simplement, il faut, je pense, un soutien conséquent de l'État du Sénégal et par rapport justement à la survie des entreprises. Au Sénégal, nous avons plus de 100 000 demandeurs d'emploi annuellement sur le marché. Mais aujourd'hui, c'est Salou l'a évoqué, à un moment donné, nous étions obligés, et par rapport au plan d'ajustement structurel, de pratiquement d'aller dans le sens d'une privatisation à outrance justement de notre tissu industriel. Aujourd'hui, nous avons un passif lourd trouvé par le président Macky Sall dès son arrivée au pouvoir en 2012. Actuellement, au Sénégal, on importe même l'aiguille. Des aiguilles, on les importe. Au Sénégal, on importe les lames. Au Sénégal, on ne fabrique plus de piles parce qu'il y avait une société au Sénégal qui fabriquait les piles LSN qui aujourd'hui traverse des difficultés. Je crois bien que c'est en ces périodes, en ces moments que nous avons besoin de sentir justement l'apport de l'État pour justement éviter la mort de certaines entreprises pourvoyeuses d'emplois, quoi qu'on puisse dire, mais également qui créent de la richesse. Donc, la création de la richesse impactera sur la réduction de la pauvreté au Sénégal, mais également sur la réduction du taux de chômage qui explose annuellement. Donc, l'agriculture aujourd'hui doit pouvoir aujourd'hui mieux participer au PIB national, tout comme l'élevage, mais à condition encore une fois qu'il y ait de la volonté politique, que l'on investisse ce que l'on doit investir et que l'on s'ouvre mieux par rapport justement à des mécènes, à des experts, à des spécialistes, à des investisseurs qui peuvent venir de l'étranger pour aider le Sénégal avec des Sénégalais à travailler ensemble en synergie pour aller dans le sens justement de développer en tenant compte également des impacts du Covid-19. Aujourd'hui, le secteur du tourisme est également pourvoyeur d'emplois, fortement impacté. Il faut une réflexion intelligente, à mon avis, avec tous les acteurs et l'État central pour également aller dans le sens de pouvoir trouver les solutions idoines afin justement de pouvoir réaliser concrètement ce souhait. J'ose espérer que ce n'est pas un vœu pieux du président de la République pour aller dans le sens de dynamiser et de dynamiter justement notre industrie, notre tissu industriel. Alors justement, on parle d'un programme donc axé sur une période bien déterminée. Alors est-ce qu'on peut dire qu'après cette période, on pourra parler d'une industrialisation effective ici au Sénégal? Oui, tout à fait. Bon, là, notre programme initial avait une durée de 5 ans. Mais bon, on a eu plus ou moins toutes les assurances qu'il y aura une deuxième phase.
il y a eu l'évaluation déjà, on va y avoir une évaluation déjà indépendante qui va estimer les résultats de ce programme. Mais déjà, l'évaluation, par exemple, de l'Éthiopie, qui est pour un programme similaire, a montré que ce sont des programmes, en fait, qui se font pas, c'est pas comme un petit projet, c'est un programme, donc il faut au moins une période de 10 ans pour pouvoir avancer. Mais déjà, on a quand même des résultats concrets, quand même très intéressants. Si vous prenez le parc de Diamniadio, bon, déjà, il y a des entreprises qui sont dedans. On n'a pas commencé par toute la totalité de l'espace, mais on a commencé par 13 hectares pour que ce soit raisonnable, pour un peu tester. Et puis déjà, il y a des entreprises qui sont là. Il y a déjà du textile, des vêtements de sport qui sont exportés vers les États-Unis. Il y a de l'électronique, il y a d'autres secteurs. Et maintenant, il y a une deuxième phase qui va venir, qui va agrandir le parc avec un investissement chinois. Et je crois qu'il y a 30 entreprises déjà qui se sont montrées. Donc, ça prend quand même du temps. Ce sont des réformes un peu complexes. Mais en fait, il n'est pas non plus difficile de comprendre qu'aujourd'hui, de voir au Sénégal, mais en Afrique, qu'en fait, beaucoup de gens quittent l'agriculture, et ils quittent l'agriculture, ils vont directement dans les services. Mais ce ne sont pas des services de haute productivité, ce sont des services de vente dans la rue, etc. Ce ne sont pas des emplois très productifs. Et en fait, ce qui manque, c'est cet échelon. Et si on pouvait proposer aux jeunes en région un emploi où ils vont gagner 2 fois ou 3 fois plus que leurs parents, avec des métiers plus intéressants, plus qualifiés, plus valorisants, mais je crois que là, je pense qu'ils seraient attirés d'aller dans de tels emplois et que ce sont ces emplois de l'industrie où les salaires sont les meilleurs, où la productivité est la meilleure. Donc c'est les services qui souvent aussi même ce secteur contribue aussi, fait des gains de productivité. Avec les gains de productivité, vous faites quoi? Vous versez des meilleurs salaires, vous versez des taxes à l'État et vous pouvez investir. Et donc, on a vu qu'il y a un potentiel dans toutes les industries qu'il y a au Sénégal, qu'il s'agit des industries extractives, de l'alimentaire, du bois et du papier et du carton, de la chimie. Si vous prenez chaque secteur, comment accompagner ce secteur pour qu'il gagne en compétitivité? Il ne s'agit pas juste de produire, mais de ne pas avoir de clients. Il faut produire et consommer. Et donc, il faut qu'on fasse des produits compétitifs. Pour ça, le programme, il est là, pour accompagner, pour s'assurer que les entreprises vont avoir une production optimisée, qui vont épargner les ressources, l'électricité par exemple. On regardait avec le secteur de l'acier. Dans l'acier, si vous avez vraiment des actions d'efficience énergétique, vous diminuez votre coût, votre facture de 30%. Aussi d'amener de l'innovation. Pourquoi toujours faire les mêmes produits? Donc il faut avoir de l'innovation, c'est l'innovation. Le smartphone, quand il est sorti, il était beaucoup plus cher que n'importe quel autre téléphone. Et tout le monde s'est jeté dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'innovation, il y avait un service que les gens voulaient avoir. Donc voilà, il va falloir faire beaucoup d'efforts aussi pour former tous ces jeunes, toutes ces femmes qui sont là, qui sont disponibles, qui sont partants, mais qui ont besoin aussi d'avoir les compétences nécessaires pour intégrer ce nouveau secteur. Donc voilà un peu le programme qui est celui du Sénégal avant tout. Nous sommes modestement une agence spécialisée des Nations Unies. Oui. Donc on travaille ici, mais avec 170 pays. On a des bureaux qui couvrent 156 pays dans le monde. Et voilà, nous sommes là aussi pour faire du transfert de savoir-faire, du transfert de technologies industrielles. On amène les meilleures technologies, les meilleurs savoir-faire pour les transférer aux entreprises sénégalaises. Très bien, merci à vous. Alors, je rappelle que nous étions avec M. Christophe Yvetot, représentant résident de l'UNUDI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas fini, on se retrouve tout de suite pour l'actu commentée, chers téléspectateurs.